Salam alaikum, Azul Filawan, bonjour. Ouihia se distingue par deux aspects de sa personnalité que personne ne pourra lui dénier et qu'il faudra lui reconnaître. Le premier est qu'il n'a jamais dévié de la plus petite façon, de sa façon d'être, de sa fidélité inconditionnelle au régime qu'il a toujours servi. Sans aucun état d'âme. Et le second est que rien, aucune outrance ne peut l'arrêter quand il en fouche son dada préféré, celui de la désinformation, la plus audacieuse qui soit. On se rappelle bien, quelques jours seulement avant que Bouteflika n'annonce que la décennie rouge avait provoqué 200 000 morts. Kouihia avait déclaré devant un parterre de journalistes que le nombre total des morts n'excédait pas 35 000 morts. Il a asséné le chiffre sans sourciller, sans être gêné, le moindre du monde. Et lorsque Bouteflika jeta le pavé des 200 000 morts dans la mare, Ouihia n'a pas été gêné plus que ça, par ce démenti magistral de son mensonge. Il ne l'a même pas commenté. Pareil pour les élections législatives de 1997, qui allaient consacrer la victoire du RND. Ce fut la plus grande fraude électorale de l'histoire du pays. Une fraude qui montra la capacité d'Ouihia au mensonge le plus effronté. Pourtant, cela ne le démonta pas plus que d'habitude. Il a continué à présenter ce RND, fruit de la honte électorale, comme la plus grande force du pays. Et ce fut ainsi dans tout son parcours politique. Non seulement il n'a jamais craint de dépasser toutes les limites imaginables d'un minimum de pudeur, mais il a toujours assumé ses gros mensonges, sans être démonté de la plus petite façon. Et le plus incroyable, lorsqu'il s'exprime publiquement du ton moralisateur qui donne des leçons de patriotisme et d'intégrité politique à tous ceux qui, pour lui, sont les ennemis de l'Algérie, puisqu'ils sont les ennemis du régime qu'il sert aujourd'hui. Encore, alors qu'une guerre des clans est en train d'envenimer les relations entre les anciens et les nouveaux maîtres du pays. Il choisit le camp des plus forts. Bien sûr, il entre dans la lice avec des discours coupés sur mesure, en fonction des équilibres, en fonction des nouvelles donnes. Et mine de rien, subrepticement, il s'installe dans le rôle du principal et informel porte-parole des vrais décideurs, comme s'il poussait doucement vers la sortie les Saadani et Sellel, qui avaient occupé ce rôle un certain moment. Aujourd'hui, Kabylie News. Ahmed Ouyahia répond à Khaled Nezar, un cadeau aux criminels. Esh-Shourouq. Ouyahia accuse le FLN et épingle Nezar par Rachel Hamdi. L'Eco-News. Ouyahia accuse le FLN d'avoir acheté des sièges au Sénat par Fawzia Habebsa. Marhaba bikoum. Voilà, donc on a des invités aujourd'hui. Notre premier invité, c'est Dr Anwar Haddam. Il est président du Mouvement pour la liberté et la justice. Deuxième invité de l'émission, Monsieur Brahim Younsi. Il est président de l'Union pour la démocratie musulmane en Algérie. Je les remercie, Dr Anwar Haddam. Vous êtes avec nous? Salam alaikum, merci. Salam alaikum. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation.
Tout d'abord, on commence par ce qu'a dit Ouihia, donc un discours où il y a beaucoup de points dont il a touché, dont celui de la décennie noire. Donc on a un petit passage de ce discours, et si vous me permettez, on reviendra pour en discuter. On essaie d'écouter le passage d'Ouihia. Soundbite. في تضحيات الشعب الجزائري في العشريات تاع النار. ما مش جايبين اخبار بلي تصريحاتهم تريب الخطاب اللي دافعنا عليه، اللي دافعنا به على البلاد في سنوات الارهاب. كلام سهل. قال فلان وفلان وفلان كتبوا له الرساله. سي الشاذلي الله يرحمه برحمه الله. كي تقول كتبتوا له الرسالة معناها بعثوه للدار، معناها كوديتا، معناها الخطاب تاع المجرمين انتم ترجعوا خطاب حقيقي أو ترجعوا حقيقة. والسيد الله يرحمه تكلم قبل ما يتوفى وأهله يتكلموا. Bienvenue à nos téléspectateurs. Docteur Anouar Haddam, vous avez entendu donc ce que M. Ouihia a dit dans son discours. Est-ce que vous pensez qu'il joue encore un deuxième rôle, toujours, lui, il était toujours là pour bloquer un certain changement que les Algériens demandent? Cet individu, vraiment, c'est l'un des responsables de la situation catastrophique que vit notre pays. Il a été, depuis son intronisation dans la scène politique dans les années 94, l'un des porte-parole des éradicateurs. Et plus précisément, il a été toujours en opposition à toute solution politique et pacifique à la crise algérienne. Il a été l'un des opposants farouches au contrat national de 1995. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. 20 ans après, avec cette constitution, cette soi-disant nouvelle constitution, etc., on voit bien que le bonhomme, il continue à être le porte-parole des résidus des éradicateurs, ceux qui s'acharnent à ne pas lâcher prise. Vraiment, ce qu'il dit ici, c'est qu'il reconnaît clairement qu'il ne dit pas que Khaled Nassar ne dit pas la vérité, il dit que vous avez tout le langage qu'on est en train qu'on avait suivi. Et ce n'est pas uniquement Khaled Nassar qui a parlé, aussi Madame Chadli, parce qu'elle a dit oui, il avait démissionné, il avait de s'en plaindre pour ne pas, parce qu'il ne voulait pas accepter l'initiative militaire d'arrêter le processus électoral. Il ne voulait pas condamner ce qu'ils avaient fait. Donc, le bonhomme, vraiment, je l'avais dit, depuis qu'il est revenu sur la scène politique à la présidence de la République, ce n'était pas une bonne nouvelle. C'est vraiment quelqu'un qui persiste. On peut dire que c'est un politicien sans politique. Est-ce que vous pensez, docteur Anouar Haddam, est-ce que vous pensez que les sorties d'Ouihia, donc le discours qu'on a entendu, est-ce que vous pensez qu'il a été chargé de calmer le jeu entre les anciens et les nouveaux maîtres? Calmer le jeu, je ne pense pas qu'il a réussi à le faire, parce que de toute façon, il a bien expliqué le peuple algérien et a bien compris le message. C'est qu'il y avait une réalité, c'était un coup d'État militaire contre le choix du peuple algérien, et il y avait un discours officiel. Et là, il est en train de confirmer qu'il ne faut pas vous opposer au discours officiel qu'on avait dans le temps. Donc s'il veut essayer en tous les cas, il ne fait que confirmer. Le peuple a connu depuis le début. Et je pense que
tous les Algériens savent bien que le bonhomme Hada, c'est pas de la bonne nouvelle. C'est l'homme des salles, des salles de zone. Il a dit lui-même. Est-ce que vous pensez que, Anwar Haddam, est-ce que vous pensez que Yahya essaie de se conformer par rapport à la charte nationale sur la réconciliation nationale? Ou là, vous pensez qu'il... Sinon, est-ce que vous pensez qu'il... C'est pour éviter le grand déballage par rapport à cette période? Écoutez, nous avons notre position vis-à-vis de la charte nationale, la charte pour la réconciliation. Nous avons défié le pouvoir en place de l'appliquer en notre personne nous-mêmes. Et tout ce qu'il dit, par exemple, le langage qu'il est en train d'entretenir, est en opposition totale à cette charte nationale pour la réconciliation. Lorsqu'il commence à indiquer les uns et les autres, mujrimines, etc., c'est qu'il s'oppose. Alors que la charte nationale nous oppose, la charte pour la réconciliation, elle interdit toute référence à la décennie noire. Maintenant, il est en train de l'utiliser encore une fois, يعني ما زال يحرك في les blessures qui n'ont pas été pensées jusqu'à maintenant. Donc, quant à cette charte nationale, la charte pour la réconciliation nationale, elle n'a pas... et nous avons défié le pouvoir en place de nous prouver qu'elle a bien identifié qui étaient les responsables de la tragédie noire. Elle a interdit à ceux qui ont été engagés dans certaines activités de la tragédie nationale, de toute action politique. Mais elle n'a pas identifié qui sont ces personnes. Et lui, il est en train, bien sûr, d'essayer d'imposer sa lecture à cette charte nationale, à cette charte de la tragédie. Donc, à mon avis, ceux qui pensent que ce Yahya pourra s'opposer à ces efforts, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui essayent de s'exprimer sur cette tragédie nationale, il ne fera que qu'envenimer la situation. On ne pourra pas éviter le rétablissement de la vérité. Ça, c'est un fait. Au lieu d'essayer de calmer les choses, d'aller de l'avant vers l'établissement d'un état de droit et d'une justice indépendante, afin qu'il y ait ce rétablissement de la vérité en toute sérénité, en toute paix, afin que nous puissions tourner cette page de la tragédie et aller de l'avant, ces gens-là s'opposent à ça. Et ça, c'est très grave. Nous leur disons que c'est trop grave, vous avez choisi la mauvaise personne. Quelqu'un qui a échoué. On pourra peut-être parler dans votre Oui, bien sûr. Docteur Haddam, restez avec nous, Docteur Haddam. Je vais passer à Brahim Younsi. Brahim Younsi, président de l'Union, du Parti Union pour la démocratie musulmane en Algérie. Je vous remercie d'accepter notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité une nouvelle fois. Brahim Younsi, quand on entend les déclarations d'Yahya, des contre-déclarations des personnes qui étaient pièces maîtresses de la décennie noire, que signifient ces déclarations et contre-déclarations? Est-ce que vous pensez qu'il y a une lutte de clans? Oui, il y a toujours une lutte de clans, et je pense que Yahya en représente un. Mais permettez-moi d'abord de dire que cet homme-là, Ahmedou Yahya, dans l'inamovibilité est un modèle du genre. Il est là depuis 25 ans, 30 ans, au plus haut niveau de l'État. Cet homme-là s'inspire sans doute de l'ancien président de la République française, Adolphe Thiers, qui, à force d'intrigue et de répression, c'est lui qui a écrasé en 1871 la Commune de Paris. Honoré de Balzac, dans la Comédie humaine, l'a immortalisé sous les traits de ce jeune homme, Eugène de Rastignac.
C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que Rastignac incarnait l'arrivisme. Et Ahmedou Yahya a toutes les caractéristiques de l'arriviste. Il est prêt à marcher sur toute l'Algérie, il est prêt à marcher sur tout le peuple algérien pour devenir président de la République comme Adolphe Thiers. Ceci dit, en effet que l'Algérie, hélas, est aux prises à une lutte, pour ne pas dire une guerre, entre deux clans. Celui qui contrôle le pouvoir contrôle les hydrocarbures, celui qui contrôle les hydrocarbures contrôle les richesses de l'Algérie. Il a l'Algérie et son peuple entre ses mains. Hélas, l'équation se réduit à cela, globalement. Si vous me le permettez encore, Oui. je crois avoir répondu à votre question, mais si vous me le permettez encore, comme beaucoup d'Algériens, après 4 ans de discours creux, vides, j'ai eu la faiblesse de croire que l'Algérie allait offrir l'exil à la démocratie. L'asile, pas l'exil, elle est exilée, la démocratie. Mais je croyais qu'elle allait offrir l'asile à la démocratie. Or, la démocratie et les libertés démocratiques restent étrangères, hélas, à ce pays, à travers la Constitution ou le projet de Constitution, ou le projet de révision constitutionnelle qu'on nous a présenté et qui va être, selon toute vraisemblance, adopté par tout le Parlement le 3 février prochain, je crois. C'est ça aussi la lutte entre ces deux clans. Ce régime qui, au lieu de fortifier à travers un texte constitutionnel la justice, il a justifié la force, et vous en parliez tout à l'heure avec Anwar Haddam que je salue. Cette force-là s'est exprimée le 11 janvier 1992, et nous y sommes encore. Et Ahmedou Yahya, parce qu'il s'agit de lui, incarne cette période plus que n'importe qui d'autre. Et Anwar Haddam l'a bien dit, c'est un des éléments les plus haineux, les plus destructeurs de la paix en Algérie. C'est Brahim Younsi. Je vais commencer par donc cette dernière phrase. Je vais poser la même question que j'ai posée à Anwar Haddam. Est-ce que vous pensez que cet homme, on le dit qu'il est le commis du système, mais on le revoit chaque fois qu'il y a un tournant historique que l'Algérie veut prendre. On retrouve cet homme et il est toujours là pour sauver le système. Est-ce que vous pensez que Yahya a un rôle à jouer, si on peut dire, pour la période qui se prépare ou la succession qui se prépare? Selon toute vraisemblance. Selon toute vraisemblance, il y a peut-être nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais il y a peut-être un modus vivendi là-dessus, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore en place. Je veux parler de Toufik, parce que chacun, du général-major Toufik, parce que chacun sait que Ahmedou Yahya était sous la tutelle, sous la protection du général Toufik. Le fait que Yahya revienne au premier plan politique, c'est-à-dire il va redevenir secrétaire général de plein exercice, de plein titre, dans les prochains jours, en mai prochain, parce qu'il y aura un congrès du RND en mai prochain. Donc il va redevenir le secrétaire général du RND. Une des deux ailes du pouvoir, une des deux ailes du système, avec le Front de Libération Nationale,
auquel il fait une concurrence où tous les coups sont permis. La preuve en est qu'il est allé jusqu'à dire que les candidats du FLN, je ne crois pas aux élections, hein, je peux vous dire tout de suite, hein, je ne crois pas aux élections, que les candidats du FLN ont eu recours à ce qu'on appelle la shkara et pas aux urnes. C'est-à-dire qu'il disqualifie lui-même. Moi, je ne crois pas du tout à ces élections ni aux précédentes, à l'exception de celle du 26 décembre 1992. C'est-à-dire que cet homme-là disqualifie tout le monde. Il se disqualifie lui-même en disant ce qu'il dit. Que lui, ce sont les urnes qui auraient donné au RND les candidats, une quarantaine de candidats aux dernières sénatoriales. Alors que les candidats des autres sont le produit de la corruption de l'Ashkara. C'est tout le système qui, à travers cette phrase, qui est vermoulu. C'est dire que cet homme-là est protégé, sachant pertinemment que le FLN, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, a toujours soutenu et apporté un soutien indéfectible au clan Bouteflika, familial et bien sûr proche. Voilà la caractéristique de cet individu. C'est un phénix il renaît de ses cendres. Au moment où on le croit complètement, on le croit mort, il renaît, il revient à la surface, il revient au devant de la scène pour donner des coups. Noir Haddam l'a dit de façon claire, à savoir que il tient un langage. Il tient encore un langage de guerre, un langage de haine. Alors que la charte dont vous avez parlé, la charte dite de la réconciliation nationale et pour la paix, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'évoquer cette question. Cette loi qu'il a lui-même et ses experts étrangers constitutionnalisée, la charte est constitutionnalisée dans le projet de révision qui va passer très prochainement devant le Parlement. Et cette charte, dans un de ses articles, lui interdit de parler de ce qui s'est passé. Et pourquoi... Brahim Younsi, pourquoi il s'est permis? Il s'est permis parce que c'est un homme qui croit avoir tous les droits, qui croit avoir l'autorité, alors que personne ne lui a donné cette autorité-là, en tout cas par les élections, ou par la loi ou par le droit, un droit. Le droit en Algérie, il faut pas en parler. La loi en Algérie, il faut pas en parler. En tout cas, il exprime aujourd'hui la force lui vient d'un clan qui tient à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont à l'intérieur encore de l'armée ou des services de sécurité, mais qui lui apportent un soutien, la force avec laquelle il est en train de s'exprimer. Brahim Younsi, restez avec nous. Si Anwar Haddam, Brahim Younsi nous dit qu'il reçoit des messages par rapport à ce qu'il doit dire d'un clan ou d'une force. On a entendu dans le message qu'a dit Ouihia sur les 800 milliards qui ont été dépensés que grâce à nos dirigeants sages, l'Algérie a évité une crise économique. Écoutez, franchement parler, hein, et je salue M. Ibrahim et tous vos téléspectateurs, Inch'Allah. Écoutez, cet individu, effectivement, à date, il détient le record de l'exercice gouvernemental. Et cependant, il n'a jamais été inquiété par ses bilans.
parce qu'il faut voir son bilan pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il nous parle des 800 milliards qui ont été dépensés dans les 15 années du pouvoir de Bouteflika, où il a joué un rôle important, cet individu, dans ce pouvoir-là. Il n'est pas justifié par quelques bricolages, quelques infrastructures ici et là. Il prend des gens pour je ne sais quoi. Mais de quoi parle-t-il? Je pense que cet individu ne réalise pas, ne comprend pas la situation grave que vit notre pays. Et comme l'ont dit beaucoup d'experts, c'est pas combien d'années il nous reste et ça va être le chaos. C'est pas pour alarmer, pour être un alarmiste, mais si on continue dans cette fuite en avant. Mais lui, Sianwar Haddam, il a critiqué l'opposition. Pour revenir à votre mot, le chaos, il a dit que cette opposition qui attend que le chaos, il va pas faire, on va pas arriver à ce chaos-là. Il a même dit, cette opposition qui se frotte les mains parce que la chute du prix du pétrole, donc il a critiqué l'opposition. S'il est sûr de lui-même qu'il accepte que l'on revoie son bilan, qu'il accepte qu'il y ait vraiment une enquête ouverte sur ce qu'il a fait durant toutes ces années au gouvernement. Et, par exemple, on a bien, durant son premier gouvernement, 95-98, lorsqu'il était le chef du gouvernement, on a bien vu cette grande tragédie humaine et économique qui a bénéficié de certaines sphères, qui maintenant voudra avoir la main mise sur la politique du pays. On a vu aussi, durant Rabi al-Arabi, parce qu'il était chef de gouvernement aussi, je pense, 2008 à 2012, avec tous par ses initiatives, a instauré réellement une corruption sociale avec un budget de fonctionnement le plus élevé de l'histoire de l'Algérie, financière algérienne. Il ne faut pas oublier ce budget de 2011, débutant, c'était s'il est sûr qu'on n'est pas rentré, qu'ils nous ont aidé à faire sortir de la crise. Actuellement, l'Algérie, comme l'ont dit beaucoup d'experts, n'a pas une économie depuis 50 ans, depuis son indépendance. On vit sur le riz, on vit sur le pétrole unique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec toute cette manne pétrolière, toute cette manne financière qu'ils ont eue? Ils auraient pu participer à vraiment avoir une infrastructure solide pour une économie de production. Ils ne l'ont pas fait. Lui, il a dit que grâce à la sagesse de nos dirigeants, on a construit des infrastructures, on a évité à l'Algérie une crise économique très dure avec la chute du prix du pétrole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, Nourad? Oui. S'ils avaient vraiment prévu cette crise qui devait venir, c'est normal. هذه الطاقات هذه غير المتجددة، هذه الطاقات qui sont pas, c'est pas des énergies renouvelables. Donc il fallait prévoir qu'elle allait tôt ou tard, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour préparer ça? C'est justement, ils n'ont rien fait pour justement avoir une infrastructure pour une économie de production. Tout ce qu'ils ont fait, c'est une infrastructure économique de bazar. Acheter le pétrole et envoyer avoir 10%. شوف مع كل الخيرات نتاع الجزائر. Les chiffres ne mentent pas, les chiffres. Plus de 95% من الصادرات pour l'étranger viennent du pétrole uniquement. Et plus de 70% من الحاجيات نتاع المواطن نتاعنا viennent de l'extérieur. Alors que l'Algérie, c'est un pays agricole, c'est un pays... Toute cette richesse naturelle et humaine de l'Algérie, voilà c'est ça le bilan de Yahya et de tous ceux qui sont accaparés le pouvoir contre le choix du peuple algérien. C'est ça, c'est les réalités. Les chiffres ne montent pas. Et où est-ce qu'on va? Tout ce qu'ils ont fait, c'est ils sont en train de gérer une crise. Ils ne sont pas en train de trouver une solution. C'est pour cela que
il est grand temps d'arrêter cette fuite en avant vers l'inconnu. Ces gens-là, ces commis de l'État DRS, tels que Yahya, doivent laisser le champ au potentiel algérien. Mais eux aussi, docteur Anwar Haddam, ils disent que c'est nous ou la fawda, c'est nous et regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe dans les pays. On a essayé de pousser le régime pour sortir, pour faire place aux autres. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il attaque clairement l'opposition quand il dit "Billi rahi tensef al-qanoun". Wallah, c'est très bon, c'est une bonne question. Il faut qu'on donne le temps pour y répondre. Vraiment, c'est très important ça. Parce que ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe dans notre région, Rabi' al-Arabi, actuellement, c'est une crise qui se passe dans le camp des contre-révolutionnaires, de ceux qui sont contre Rabi' al-Arabi, qui sont arrivés à court terme. Parce que ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire Rabi' al-Arabi? Qu'est-ce que ça veut dire ce printemps arabe, ce printemps dans ce que j'appelle printemps démocratique, qu'on a vécu, nous, en 88, et qui est allé jusqu'au coup d'État de 92, qui s'est opposé à ce printemps démocratique. C'est que les peuples de notre région voulaient avoir pleine souveraineté sur l'avenir, sur leur État, sur leur choix de ceux qui gèrent les affaires de l'État. Et ce qui s'est passé, à part la Tunisie, mais qui est encore en train de faire son possible pour éviter le dead end, pour éviter l'impasse, ou bien nous avons au Maroc aussi, ils ont par leur manière, dans leur propre système, ils ont réussi à donner un peu de souffle, un peu de pouvoir au peuple de choisir ses dirigeants politiques. Eh bien, Rabi' al-Arabi, c'est l'Égypte, avec toute la manne financière qui est venue de tous les pays et de toutes les forces étrangères contre le printemps démocratique en Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un échec total. C'est une situation catastrophique en Égypte, qui est le symbole de cette contre-révolution. Donc, qu'ils nous disent que le peuple algérien a bien compris la situation. Nous sommes post-Rabi' al-Arabi, parce que nous avons compris en tant que peuple algérien que la question, c'est la relation entre le militaire et le civil. Et c'est ce qu'il faut essayer de résoudre, afin que les militaires, l'action militaire, ne soient pas utilisés contre le peuple. C'est Anwar Haddam. Pour soutenir le choix du peuple. Je reviens à vous, si vous le permettez. Je vais aller à notre invité Brahim Younsi. Brahim Younsi, quand on entend Yahya qui dit c'est nous la stabilité, ou vous avez le choix entre le chaos des autres pays que vous êtes en train de voir tous les jours dans vos télévisions. Ça, c'est un discours récurrent. On entend ça depuis 50 ans. C'est nous le chaos. Ça, c'est un langage de l'OAS. Vous savez, l'OAS, c'est ce qu'elle a dit. Ou c'est moi, ou c'est le chaos. C'est la politique de la terre brûlée. Et c'est ce que Yahya et ses protecteurs nous ont fait et continuent à nous menacer de la politique de la terre brûlée. C'est ça le discours. Ou c'est moi, ou je détruis tout. Voilà. Et ils sont prêts à tout détruire, ces gens-là. Voilà le problème, c'est que ils parlent de patriotisme, mais ils ne montrent pas un gramme de patriotisme par rapport à l'Algérie. Ils parlent de la déclaration du 1er novembre, alors qu'ils l'ont bafouée depuis 50 ans. C'est la politique du mensonge. C'est la politique du mensonge à l'intérieur et à l'extérieur. Même à l'extérieur, même en termes de politique étrangère, c'est la politique du mensonge qui est développée. Mensonge à l'intérieur, mensonge à l'extérieur. Mais, si vous me le permettez, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais en parler quand même sur les
les 800 milliards Oui. de dollars. Ouihia parle du bilan de Bouteflika, un bilan bien sûr positif pour lui, alors qu'il est hyper négatif. Non seulement il ne s'agit pas de 800 milliards de dollars pour transformer, développer l'Algérie, pour engager une transition énergétique et entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle. Mais ce pouvoir-là, depuis que Bouteflika est au pouvoir, il a eu plus de 1200 milliards de dollars qui ont servi à quoi? On va faire les choses point par point. Qui ont servi à quoi? Essentiellement à acheter la paix sociale. Voilà, on a fait de la redistribution à n'importe, à travers tout ce que l'on connaît. On peut décliner tout. L'enseigne et que sais-je. Et, bien entendu, enrichir l'oligarchie militaro-politico-financière. Voilà à quoi a servi cette manne pétrolière, toutes les recettes pétrolières de l'Algérie. Ouihia nous dit 800 milliards ont servi à construire, à doter le pays d'une infrastructure, c'est-à-dire routes, autoroutes, logements, aéroports, etc. Prenons point par point. Prenons le logement. Et de ce point de vue-là, il y a trop de démagogie de sa part et de la part de ceux qui sont au pouvoir. Parce que des logements, effectivement, ont été construits par milliers. C'est vrai. On va pas démentir ce qui est la réalité, ce qui existe. Mais la crise du logement demeure. Avec toutes les ressources dont ils ont disposé. Bien sûr, évidemment, que nos compatriotes qui habitaient dans des bidonvilles, dans des baraquements, dans des logements vétustes et insalubres, ou qui partageaient, ou des familles qui partageaient des espaces exigus à plusieurs, etc., ont eu des logements, des appartements. Cela est indéniable. Mais ces compatriotes, contents de bénéficier d'un logement social, nous avons des liens, nous avons des familles, nous avons des amis, même si nous sommes à l'extérieur. Nous savons ce qui se passe, peut-être plus que ceux qui sont à l'intérieur. Ces compatriotes se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont exilés. Vous voyez où ces logements ont été construits, sont exilés, sont très loin des centres urbains, exilés dans leur propre pays. Que les cités construites, et cela, beaucoup de médecins et beaucoup de psychologues et de psychiatres nous le disent, ces cités-là sont anxiogènes. Et c'est une vérité. Anxiogène du fait de la densité de la population qui est dans ces cités, affreuses d'ailleurs, affreuses. Ces habitations, ces logements, ces cités posent par ailleurs d'énormes problèmes de sécurité. Et les Algériens qui m'écoutent, je suis à l'extérieur, mais les Algériens qui m'écoutent, ceux qui y habitent, nous le disent et le vivent. Et des problèmes de sécurité de toutes sortes. Agressions quasi quotidiennes. C'est Brahim Younsi, pour ne pas... drogue, etc., etc. Oui, je vous écoute. Pardon, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Je voulais juste qu'on soit un peu dans le sujet, donc sans rentrer trop dans le détail par rapport aux appartements.
est-ce que vous pensez ce qu'il a dit par rapport à l'opposition? Yahya, quand il s'est exprimé, il a dit que l'opposition qui se frotte les mains par rapport à une chute de prix, qui attendent cette crise économique pour utiliser cette crise pour un soulèvement populaire, il a attaqué clairement l'opposition. Oui, oui. Si vous me le permettez, c'est pas rentrer dans les logements, c'est des réalités, c'est des conséquences. Ah non. C'est des conséquences, parce qu'il dit nous avons construit des logements aux Algériens, c'est des conséquences. Ceci, sur l'opposition, je vais répondre à votre question. Sur l'opposition des Algériens d'une façon globale, je ne crois pas qu'il y ait un Algérien qui puisse se réjouir de la chute du prix du baril. Pas un seul. Pas un seul qui puisse se réjouir de cela. Parce que c'est le peuple qui va en pâtir. Et si vous voulez, nous allons en parler tout à l'heure sur les conséquences. Nous sommes en train de dire qu'ils ont eu plus de 1200 milliards de dollars. Et ces 1200 milliards de dollars se sont volatilisés sans que l'Algérie n'ait été préparée à ce qui va lui arriver demain. Et nous allons parler, Senghor Haddam a parlé de la production. L'Algérie ne produit quasiment rien. C'est la politique, en dépit de ce que peut nous raconter Ahmedou Yahya, ou les autres ministres, ou le président de la République. L'Algérie ne produit rien, ou quasiment rien. Les exportations algériennes en dehors, hors hydrocarbures, c'est modique. C'est 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est beaucoup, c'est 15 jours d'importation de denrées alimentaires. C'est ça aussi le bilan de M. Yahya et de Bouteflika et de ce régime. L'Algérie exporte pour 4 milliards ou moins de 4 milliards de dollars de produits si elle n'avait pas les hydrocarbures. Et les hydrocarbures, le prix du baril quand il chute, nous nous retrouvons dans une situation qui asphyxie également le peuple. Parce que c'est aussi des millions d'Algériens qui vont tomber dans la pauvreté, voire la misère. C'est aussi, et cela est annoncé, c'est plus d'1 million de fonctionnaires qui vont être mis au chômage parce que le budget de l'État a été divisé par 3 ou 4, voire 10. L'Algérie n'a plus les moyens de payer des salaires. Nous sommes en rupture de paiement. Il faut trouver des ressources. Donc ces ressources-là, il faut les trouver ailleurs, c'est-à-dire dans la privatisation des entreprises publiques. Et peut-être même de l'entreprise qui rapporte les ressources, les plus grandes ressources, Sonatrach. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. L'opposition à laquelle j'appartiens, c'est au peuple qu'elle pense. Et c'est à l'alternative qu'il faut absolument offrir à ce peuple, qu'il faut aujourd'hui engager. Brahimi aussi. Nous pensons à ça, ce n'est pas par masochisme ou par cynisme que nous disons que la situation est compliquée, la situation est difficile. Nous n'avons pas arrêté de dire que le pétrole, que le prix du baril allait descendre jusqu'à 20 dollars. La petite embellie de ces derniers jours, c'est juste un moment d'euphorie. Brahimi aussi, restez avec nous. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. J'aimerais juste rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter. Donc on a ouvert le standard. Ils peuvent s'exprimer sur donc le sujet qu'on est en train de traiter dans cette émission. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre télévision. Je reviens, Dr Anwar Haddam. Dr Anwar Haddam, donc on a entendu Brahimi Younsi qui a donné un peu une situation chaotique par rapport à l'économie algérienne. Maintenant, elle est où quel est le rôle de l'opposition dans cette période? Donc, on a attaqué l'opposition. Et comment vous voyez le rôle de l'opposition?
Si vous permettez, avant ça, juste quickly, avant ça, Bien sûr, allez-y. essayer de résumer la situation, parce que c'est très important de résumer cette situation afin que l'on comprenne la sortie de la crise et la place de l'opposition dans cette sortie de crise. Donc, comme on l'avait dit, malgré toutes ces déclarations de fuite en avant de Hada Ouyahia ou d'autres, l'Algérie a perdu à cause de Ouyahia et de ceux qui ont pris le pouvoir en place en Algérie par la force. Ils ont failli à établir un état de droit, ils ont failli à avoir des institutions solides, une infrastructure c'est ce que j'appelle une infrastructure, si Brahim est en train de décrire, l'infrastructure pour une économie de production. Ils ont failli à ça. Il y a aussi la question maghrébine. Parce que dans un monde économique où, dans cette globalisation, il y a une place très importante pour le régionalisme. Les peuples, individuellement, ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas défendre leurs intérêts économiques et sociaux, à moins qu'ils soient dans une région, qu'ils sont inclus, c'est-à-dire que pour nous, il est grand temps, parce que ce pouvoir en place, il n'a rien fait justement pour avoir une économie intégrée, une économie maghrébine intégrée. Ça aussi, c'est le deuxième volet qui est très important. Donc, il n'y a pas eu d'infrastructure proprement dite pour une économie de production, pour les petites et moyennes entreprises qui feront créer de l'emploi, parce que c'est ça, c'est l'économie. L'économie de production, c'est le secteur privé et les petites et moyennes entreprises. Permettre aux gens, les petits, les économies de famille, comme on dirait, c'est ça ce qui fait le pouvoir, qui va augmenter le pouvoir d'achat, etc. Donc, il n'y a pas eu ça. Il y a aussi cet isolement vis-à-vis de nos voisins, tunisiens et marocains particulièrement. On a perdu cette chance d'essayer. On nous a fait perdre beaucoup de temps pour avoir une économie maghrébine intégrée qui nous permettrait de protéger nos intérêts stratégiques en tant que peuple de la région. Donc si on a bien compris cela, l'opposition a un rôle très important. Je ne parle pas de jeu ici, mais c'est la façon de parler. Parce que vraiment, la situation est très grave. Donc, il est grand temps, premièrement, il y a deux pas à franchir pour l'opposition, pour être clair. C'est que rétablir la confiance entre les différents courants idéologiques et politiques. Ça, c'est très important. On en a marre à chaque fois qu'on revient sur cette question islamique, non islamique, sécuritaire, etc. Donc, il faut dépasser ça. Si Anouar Haddam, oui. Je m'excuse, je vous ai coupé, je vais poser la question à Brahim Younsi. Si Brahim Younsi, quel rôle pour l'opposition dans une période très très grave que Dr Anouar Haddam vient juste de décrire? Oui, mais le rôle de l'opposition, pardonnez-moi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire et depuis un moment que le système, je crois qu'il n'y a pas de politique alternative si on ne change pas de système. Ce n'est pas les individus qui sont là, parce que ces individus incarnent le système. Le système doit changer. Et la première des choses, on est en train de verrouiller le système par la révision constitutionnelle. Mais si Brahim Younsi, le système dit qu'on est en train de changer, on a dissous le DRS, on est passé par le DRS où il avait la même mise sur toutes les institutions en Algérie. On veut passer à des institutions civiles, الدولة المدنية. Mais on ne voit pas ces institutions, on ne voit pas cela. On ne voit pas ça. Le peuple ne voit pas ça. Le DRS n'a pas été dissous. Le DRS n'a jamais été dissous. On a changé de dénomination.
il ne s'appelle plus DRS, il s'appelle autrement. Qu'on le divise en 3 directions générales qui sont chapeautées, permettez-moi le terme, par la présidence de la République, cela ne change rien. Cela ne change rien. La police politique est toujours dans les rouages de la société. Toute la société. Cela n'a strictement rien changé. Cela n'est qu'enfumage. Il ne faut pas tomber dans l'enfumage. Rien n'a changé. Nous ne voyons pas cet état civil, entre guillemets. Moi, je ne le vois pas. Je vois encore une armée forte qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la politique de la force qui est institutionnalisée. C'est la politique de la force qui continue et rien d'autre. La démocratie, c'est la liberté pour 2 Algériens, 3 Algériens de se former en association à caractère politique s'ils ont envie de créer un parti politique. Ce n'est pas l'agrément par un système que vous combattez. Cela n'est pas la démocratie. Cela n'est pas. C'est des élections libres et transparentes. Pour que l'opposition, qui doit avoir un programme alternatif, et je pense qu'elle a un programme alternatif pour chacun des partis, puisse dire au peuple algérien ce qu'elle peut faire. D'abord, il faut connaître la réalité économique et sociale de ce pays. Les chiffres sont tous truqués. Les chiffres les élections sont truquées, mais tous les chiffres qui sont communiqués au FMI sont truqués. Et cela nous fait... C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour répondre point par point au discours, aux propos que Ahmedou Yahya a tenu, qu'il a tenu sur le logement, il a dit que nous avons construit des logements. Mais des logements, permettez-moi d'y revenir, parce que c'est important pour la population, et c'est ça aussi le travail de l'opposition. Des logements de très mauvaise qualité. De très, très mauvaise qualité. Les Algériens, nos familles qui y vivent, le disent. Brahim Younsi, c'est Brahim Younsi. On s'excuse. Je vais revenir, Inch'Allah, pour vous donner un mot de la fin, mais on a Samir de Paris. Samir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nassar. Bonsoir, Samir. Ahlan bik, Samir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Samir, sur les déclarations d'Ouihia? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Moi, j'ai envie juste de dire vite fait pour résumer que quand on voit Ouihia apparaître à la télévision, revenir avec ses projets, avec ses idées, ses gesticulations, un peu comme vous avez titré l'émission, je me dis, moi, je suis un peu comme beaucoup d'Algériens, je pense. Tu vois, c'est-à-dire les gens, ils sont hérissés de voir à chaque fois les porte-parole de ce régime un peu qui a tout raté. Les Algériens, on sait que la situation n'est pas bonne. Les experts sérieux, les observateurs sérieux le disent. La situation n'est vraiment pas bonne. Et nous, on a des dirigeants qui viennent s'imposer à nous comme ça du waqaha, comme on dit en arabe. Du coup, voilà, il y a la tishara sur là. Le régime dans tout ce qu'il a de plus laid, j'allais dire. Et, allez-y, Samir, allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Une petite question, même si elle a été abordée là par vos invités. Je voulais juste leur demander les contours de l'alternative qu'on doit faire à ce régime-là, parce qu'il s'agit de parler d'alternative. Le régime lui-même, il a tout perdu. Merci, Samir. Merci, on s'excuse, Samir, on est très bousculé par le temps. On va à notre Jamila. Jamila avec nous du Canada. Jamila, bonsoir. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan, Jamila. Azoul. Azoul, وقريدة محسن بالمغاربية الدول تدوان. Merci de me donner la parole. Merci. Allez-y, Jamila, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux déclarations d'Ouihia, en fait, très rapidement, s'il vous plaît. Un peu sur ce qu'avait dit au départ donc Brahim Younsi lorsqu'il avait parlé de désinformation. En fait, il a totalement raison parce qu'il y a désinformation et diversion de la part de ce personnage cynique qui est Ouihia. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, à chaque fois que ce type-là vient pour défendre un projet
du gouvernement, et il nous fait avaler des choses indigestes, en fait, en se servant de discours polarisants. C'est-à-dire que dans son discours, il introduit toujours l'épouvantail islamiste. Ou alors il traite une partie du peuple d'ennemis, ou alors il les traite de mujrimines. Et donc ce type-là, en fait, il est dans le... Il veut plaire en fait aux maîtres du régime que sont enfin les occidentaux, parce que le peuple est complètement exclu en fait. Il s'en fout éperdument. Et donc ce discours en fait, il utilise le mot يخربش في الماضي. Il n'y a pas une personne اللي تحب le sujet favori تاعها qui est le terrorisme comme Ouihia et qui est la télécommande en fait. Il agit plus rapidement que la télécommande qui est actionnée par sa boîte noire en fait. يعطيك الصحة. allez-y. Uniquement de cette étape du coup d'État de 90, ce serait carrément lui rendre service en fait. Lui en fait, il veut donc on occulte le projet de loi sur la loi de finances 2016. On nous parle de constitution alors que cette constitution est complètement, moi je la reconnais pas personnellement parce que je me sens exclue. Le peuple est totalement exclu. Donc cette constitution-là, on nous parle de l'article 51, donc tout ça, c'est de la diversion en fait. On parle comme si qu'une partie du peuple à l'étranger est exclue, alors que tout un peuple est considéré comme mineur. Tout un peuple est infantilisé. Donc comment peut-on parler de ces détails-là? Et les gens qui manifestent pour l'article 51, en fait, excusez-moi, honnêtement, ils sont en train de tomber dans le piège. Et Tamazert aussi, c'est n'importe quoi. C'est la création d'une académie, c'est pareil. Merci beaucoup. Merci Jamila. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Le temps nous presse. Ya'tik Saha, Jamila du Canada. Je reviens à nos invités. Dr Anwar Haddam avec M. Ibrahim Younsi. On a 2 minutes, 1 minute chacun. Je commence avec Dr Anwar Haddam, 1 minute. Le mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, bon, c'est cette question qui s'impose. Par où commencer le changement politique? Parce que nous savons très bien que la situation économique ne peut être résolue par ceux-mêmes qui ont causé cette crise économique. Donc, il faut un changement politique. Mais comment faire? C'est ça ce que j'étais essayé d'élaborer. Donc, ça sera mon mot de la fin. C'est que, premièrement, il faut être sérieux. Nous, en tant qu'opposition, arrêtons de tomber dans le jeu de la polarisation Hadi, et essayons d'œuvrer ensemble. Et le deuxième point, c'est réussir à ce que ces revendications sociales les relever au niveau de revendications politiques. Tant qu'on n'a pas réussi ces deux choses-là, je pense que le pouvoir en place peut se rouler les pouces. Merci beaucoup Anwar Haddam. Je m'excuse, mais je reviens. Le dernier mot, Ibrahim Younsi. Allez-y, donc il faut cette... Qu'est-ce que vous avez à nous dire, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, parce qu'il y a certains points... Allez-y. D'abord, je félicite la sœur Jamila. Je suis entièrement d'accord avec elle et son discours, très rationnel. Nous n'avons pas abordé la question de l'emploi que Mouilhia a abordé pour dire que nous étions quasiment dans le plein emploi, ce qui est totalement faux. Si je prends seulement les chiffres qu'ils donnent eux-mêmes au FMI, le chômage n'a pas cessé de progresser. Nous étions à 9,8% en 2013, à 10,2%, quelque chose comme cela, en 2014, et aujourd'hui nous sommes à 11,3%. Alors que chacun sait que le chômage est très très haut dans notre pays, il est d'environ 30 à 35% de la population active. Ceci pour ce qui est du chômage que Yahya dit, de l'emploi que Yahya dit, nous sommes pratiquement dans le plein. Parlons de l'école, du point sur l'école. L'école, Yahya dit qu'il est fier de l'école algérienne, alors que cette école, tout le monde le sait, tout le monde le dit, est sinistrée plus que cela, compte 300 000 ou plus de 300 000. Merci. Merci Ibrahim Younsi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, on est arrivé à la fin du programme. Je voudrais juste remercier tous mes invités, les gens, les téléspectateurs qui nous ont contactés. Vous, téléspectateurs aussi, je voudrais vous remercier. À la prochaine fois, Inch'Allah.